C'est bon. Ça passe. On ne naît pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. Femme d'ici et d'ailleurs, femme salariée, entrepreneuse, femme célibataire ou en couple, femme mère, maman solo. Les femmes face aux inégalités, à la parité, égalité, confrontées aux violences physiques, psychologiques, verbales. Femmes de divers horizons. La diversité est une source de richesse, qu'elle soit culturelle, religieuse ou politique. Je vous invite un lundi par mois pour une émission qui traitera de la thématique autour des femmes et de la diversité. Mais aujourd'hui, je reçois deux hommes. Je reçois Nassim Belawar et Nassim Chioud. Nassim Belawar est entrepreneur, consultant et formateur, blockchain et crypto-monnaie, chargé de marketing au cabinet au millimètre près. Nassim Chioud est consultant en transformation digitale et nous allons parler effectivement de tout ce qui a trait à Internet, crypto-monnaie et blockchain. Nassim Belawar, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie. Nassim Chioud, bonjour. Bonjour. Oui, donc aujourd'hui, dans un premier temps, vous allez nous parler de vos parcours et ensuite on rentrera dans le fond du sujet qui est effectivement ce nouveau monde de l'informatique et d'Internet. Je vous écoute. Nassim Belawar. Donc moi j'ai commencé il y a 2 ans comme étant que blogueur, donc j'avais commencé à vulgariser un peu les concepts liés à la blockchain, j'ai vu au potentiel qu'apporte cette dernière. Donc j'ai apporté des contributions, initialement uniquement je donnais des définitions de la blockchain, smart contract, Ethereum, etc. Puis ensuite j'étais sollicité pour des conférences, pour des séminaires, pour des formations, et pour cela je suis un peu devenu un formateur. Mais entre-temps, j'avais créé, je suis actif dans l'univers, je suis militant de la décentralisation, donc je milite pour un monde qui va devenir de plus en plus décentralisé, un monde alternatif, un monde qui favorise l'économie de partage, l'égalité, l'équité entre les personnes. Donc j'avais créé déjà une association, initialement c'était une association pour vulgariser les concepts liés à la blockchain Algérie, qui s'appelle Blockchain Algérie en Algérie, pour faire un transfert de technologie et profiter des apports de la blockchain à notre économie afin de faire un saut qualitatif. Et puis ensuite on a eu beaucoup de sollicitations, que ce soit par les entreprises et les particuliers, afin de les accompagner à se connecter à ce nouveau monde. Donc après, j'avais créé un bureau de consulting donc autour de la blockchain, et grâce à ce dernier-là, j'ai été advisor de plusieurs entreprises qui ont fait des levées de fonds grâce à la blockchain, notamment No Limit Coin, qui est une crypto-monnaie basée aux États-Unis, et divers autres projets. D'accord. Vous parlez, alors vous savez que c'est un véritable charabia blockchain, crypto-monnaie. C'est quoi exactement une blockchain? Oui, en fait, le mot blockchain, c'est vrai que c'est un peu complexe et compliqué, parce qu'en fait, ça regroupe un ensemble de technologies. Dès qu'on parle de blockchain, on doit parler de cryptographie, on doit parler de registres distribués, etc., etc. Mais en réalité, la blockchain, c'est facile à comprendre, parce que c'est uniquement une base de données, de stockage et de partage. Et la particularité de cette base de données, c'est qu'elle permet à deux individus ou bien un groupe d'individus de faire des échanges, que ce soit des échanges monétaires, des échanges d'informations, sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Donc la blockchain, en réalité, c'est une base de données qui remplace les tiers de confiance. Donc elle fait en quelque sorte, ce qu'un banque fait, la place de la banque. Donc c'est elle qui assure la confiance entre les individus afin de faire des échanges d'argent. Elle fait également le travail, par exemple, d'une institution qui organise des votes, parce qu'actuellement on peut organiser des votes d'une manière décentralisée sans avoir besoin d'un organe de régulation, un organe de contrôle, parce que
En fait, c'est une base de données dans laquelle, lorsqu'on enregistre une donnée ou bien une transaction, une action bien faite, ça sera infalsifiable avec des technologies très très sophistiquées. Et en plus, elle assure elle est plus transparente que les bases de données traditionnelles. Donc ça permet à tout un chacun de lire ce qui a été écrit dans ça. D'accord. Alors ce que vous dites infalsifiable, c'est-à-dire une blockchain, c'est un bloc avec des cases, c'est ça? Justement. Ou c'est pas ça? Et on va insérer une donnée qui va être cryptée et qui va être renvoyée à quoi exactement? Donc la blockchain, c'est un mot si on anglais. devait imager. Oui, donc la blockchain, c'est un mot anglais qui veut dire une chaîne de blocs. D'accord. Donc à partir de là, donc c'est une série de blocs. Donc, et chaque bloc, il a une certaine limite d'enregistrer, de la capacité d'enregistrer. Par exemple, dans le cas du Bitcoin, c'est 1 méga par exemple, de capacité d'information qu'on peut enregistrer. Mhm. Et une fois qu'un bloc est validé par un ensemble de machines qui assurent la sécurité, lorsque le bloc est validé, il y aura une création de nouveaux blocs, et ainsi de suite. Et ça devient infini. D'accord. Et donc, c'est stocké, c'est des informations qui sont cryptées, qui sont stockées, donc oui. Infalsifiables. Oui, infalsifiables parce que déjà, on utilise ce qu'on appelle les registres distribués. Les registres distribués, ce n'est pas créé grâce à la blockchain parce que ça existait bien avant. Et c'est crypté grâce à la cryptographie asymétrique. Et ça, ce n'est pas également une invention de la blockchain. La blockchain, elle est là pour regrouper l'ensemble des technologies. Donc, on crypte grâce à la cryptographie asymétrique. Et une fois que le bloc est enregistré, pour falsifier ce bloc-là, il faut falsifier tous les blocs qui ont été déjà créés. Et donc, c'est un peu compliqué de s'amuser à falsifier tous les blocs. Déjà, de 1, ça c'est le potentiel. De 2, parce qu'on utilise le registre distribué, comme je l'ai dit tout à l'heure, et lorsqu'un registre est stocké, par exemple, dans une institution d'une manière centralisée, là c'est très facile à le pirater, à le hacker. Mais par contre, lorsqu'il est distribué dans des milliers de réseaux, dans des milliers d'ordinateurs, et là ça devient compliqué à aller hacker un ensemble d'ordinateurs qui sont connectés. Donc ça veut dire que une blockchain, c'est fiable à 100%? Bon, en informatique, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque zéro, mais de nos jours, c'est l'une des technologies les plus sûres. Un exemple concret, dans le marché des crypto-monnaies, il y a des milliards et des milliards d'argent qui tournent quotidiennement, oui. Et une blockchain n'a jamais été hackée. Donc, et alors que c'est le marché qui est le plus visé par des hackers. Malgré qu'il y a des plateformes qui ont été hackées, il y a des portefeuilles qui ont été hackés, mais la blockchain n'a jamais été hackée. Oui, parce que nous, on fait la confusion entre lorsqu'on entend dire qu'une plateforme de trading, par exemple, a été hackée, etc. Mais ce n'est pas la blockchain, c'est une plateforme. C'est une plateforme de trading. C'est pas... Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord, on est beaucoup plus avancé par rapport à, à quelques années en arrière. On va revenir sur la crypto-monnaie, mais d'abord j'aimerais connaître le parcours de Nassim Chute, donc qui est consultant en transformation digitale. Oui, donc c'est quelqu'un qui a commencé par le web, donc j'ai commencé en tant que développeur, et depuis quelques années je me suis intéressé à la blockchain. Donc grâce à Nassim, on s'est mis à essayer de comprendre comment cette blockchain fonctionne et quels sont les atouts, les apports que cette nouvelle technologie, qui a un potentiel disruptif, une rupture sans équivalent. On la compare à Internet. Et là, quand on parle de blockchain, c'est plus qu'Internet. Actuellement, on est juste au stade, en phase de test. Et je pense que dans les prochaines années, on verra de plus en plus d'entreprises appliquer la blockchain au sein de secteurs qui ne sont pas dépendants de la finance. On peut voir la blockchain dans des secteurs technologiques, on peut avoir la blockchain dans l'industrie, on peut avoir la blockchain dans l'éducation. La blockchain permet aussi de repenser notre système démocratique. Oui. Il faut savoir qu'actuellement, on tente de créer, des votations électroniques. Oui. Ces votations sont susceptibles d'être piratées à n'importe quel moment. Oui. Donc il y a un risque, un enjeu démocratique
l'enjeu c'est de corrompre ou d'orienter un peu les votes. d'orienter les votes. En fait. Oui. Avec la blockchain, grâce à cette technologie, il devient de plus en plus compliqué d'orienter les votes, puisque à chaque fois qu'il y a une information qui est stockée, Oui. cette information est diffusée sur un ensemble, sur un réseau très vaste, et pour corrompre l'information, il faut que tout le réseau, une grande partie du réseau soit corrompu. Et pour corrompre le réseau, on a besoin de puissance de calcul. Il faut savoir qu'à chaque opération sur un blockchain, on a besoin d'une puissance de calcul. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, il y a un mineur, ce qu'on appelle un mineur, c'est quelqu'un qui détient un ordinateur. Et cet ordinateur va exécuter des calculs mathématiques. Et à chaque bloc créé, la puissance du calcul augmente. D'accord. Donc il devient de plus en plus difficile de corrompre un bloc. Et si on veut corrompre tous les blocs, l'ensemble de la chaîne, il faut vraiment avoir une puissance de calcul phénoménale pour corrompre le réseau. Et c'est de là que vient l'atout principal de cette technologie. En fait, corrompre un réseau blockchain, il faut vraiment une puissance de calcul actuellement dont on ne dispose pas actuellement. Qu'on ne dispose pas. Voilà. Donc ce matin, vous étiez donc aux éditions du Forum Blockchain, donc à la Maison de la Chimie aux Invalides. Donc vous avez fait un état des lieux et les perspectives de la blockchain. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qui veut commencer? Donc, Nassim. Je vous écoute. Donc en fait, aujourd'hui, en effet, il y avait un ensemble d'acteurs, des politiciens, des députés, des politiciens, des bureaux de conseil, des entrepreneurs autour de la blockchain et des chercheurs. Il y a eu beaucoup de chercheurs. Donc il y a eu ce rassemblement afin de dégager, de faire un état des lieux de la France, où est la France dans cette nouvelle révolution, est-ce qu'on est prêt, que ce soit intellectuellement, est-ce que nos entreprises, est-ce que fiscalement on permet aux entrepreneurs, on attire les entrepreneurs du monde et on garde nos entrepreneurs. Est-ce que également en matière juridique il n'y a pas de faille, etc. Donc il y avait un ensemble de questions et de questionnements qui ont été posés aujourd'hui. Également, on a fait un petit tour sur ce qui se passe dans le monde, un état des lieux sur le monde et les perspectives, les dangers et les opportunités qu'offre cette technologie-là. Mais ce genre d'événement, de nos jours, il y a de plus en plus, parce que de plus en plus de monde commence à s'intéresser à la blockchain, au niveau des crypto-monnaies, parce qu'avant, c'était considéré uniquement, on l'utilisait dans le dark web pour faire le blanchiment d'argent, etc. Mais actuellement, on commence à comprendre le réel potentiel de cette technologie. D'accord, très bien. Nassim, 10. Pour pas ce que j'ai retenu pendant cette matinée, c'est on avait des appréhensions sur cette technologie. Il y a encore une année, on avait des appréhensions. Oui. On parlait de crypto-monnaie, de blockchain, mais on ne connaissait pas, on ne parlait pas du potentiel réel de la blockchain. On avait cette image de blockchain et crypto-monnaie. Donc, la bulle crypto, c'est-à-dire que la flambée des prix des crypto-monnaies, a fait que les gens ont entendu parler des crypto-monnaies et on a oublié un petit peu la blockchain en fait. D'accord. Voilà. Et cette année, on commence vraiment à appréhender le potentiel et en France, le gouvernement français, l'État, essaye de ne pas perdre en fait, de ne pas perdre le fil et d'être des précurseurs en la matière. Il faut savoir qu'en France, on a perdu la guerre de l'Internet. En fait. On a perdu sur le front de l'intelligence artificielle. On est en retard. Et là, on essaie de se rattraper avec la blockchain. D'accord. Donc, sur le plan légal, on essaie d'organiser ça de manière à ne pas freiner l'innovation. Sur le plan financement, aide à la création d'un écosystème d'innovation, il y a aussi des incubateurs, de plus en plus d'incubateurs qui aident à la création de startups liées à la blockchain. D'accord. Voilà, donc
On est en marche en fait. En France, on est En marche avec Macron, bien sûr. Juste pour. Ça va Vous voulez qu'en Europe, on a 3 pays qui sont Oui. vraiment précurseurs en la matière. On a l'Estonie, Malte et la France. Ce sont les 3 pays qui sont vraiment en avance en la matière. Juste pour rebondir Oui. à ce que vient de dire Nessim, en fait, il y a eu un basculement avant le G20 des ministres des Finances. Avant les ministres des Finances, par exemple, ici en France, on taxait les crypto-monnaies, on avait un projet de taxer les crypto-monnaies à 65%. Après, lorsqu'il y a eu un regroupement lors du G20 dernier, ils se sont dit non, cette technologie n'a pas un réel danger. Après, directement, la France a changé de politique. Ils ont réduit les taxes à 19% et à 5% pour ceux qui vont réinvestir, etc., etc. Donc, c'est vraiment, lors du G20, il y a eu vraiment un basculement lors de la politique, que ce soit de la France et des autres pays, qui ont compris réellement les enjeux géotechnologiques. Actuellement, on parle de géotechnologie, pas uniquement de géopolitique, c'est de la géotechnologie. D'accord, donc là on est un peu dépassé, on va dire qu'on est vraiment un peu dépassé par ce qui se passe. C'est parti avec la crypto-monnaie, donc on va essayer un peu de définir ce que c'est que la crypto-monnaie, tout en sachant que cette crypto-monnaie c'est la base, c'est-à-dire que la blockchain, la crypto-monnaie est dans une blockchain, c'est ça? Oui, donc en fait la blockchain elle permet aux crypto-monnaies d'exister en quelque sorte. Parce que ce qu'elle fait la blockchain, les crypto-monnaies c'est quoi? Les crypto-monnaies c'est d'acheter une part d'un programme informatique qui a une utilité particulière. Donc c'est ça la crypto-monnaie. Donc lorsqu'on achète une crypto-monnaie, on achète un ensemble de chiffres et de lettres. Techniquement c'est ça. Après lorsque la blockchain où elle intervient, c'est lorsque moi j'envoie par exemple un bitcoin à Nessim. On enregistre dans la blockchain que moi j'ai envoyé un bitcoin et moi à l'heure précise avec un ensemble d'autres informations qui valident cette transaction. Donc la blockchain, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est la garante, elle est celle qui permet d'organiser la confiance entre un ensemble d'individus bien des individus. Donc les crypto-monnaies, il faut savoir qu'il n'existe pas une seule blockchain, donc il existe plusieurs blockchains, il n'existe pas uniquement une seule crypto-monnaie, il existe je crois 1700 crypto-monnaies actuellement dans le marché, celles qui sont recensées. 1700 crypto-monnaies? D'accord. Ah oui, quand même. Oui, et chacune a son utilité particulière. Il y a celles qui sont utilisées par exemple pour l'anonymat par exemple, d'autres elles sont utilisées parce qu'elles sont plus rapides que les autres en matière de validation, d'autres elles sont utilisées pour des applications bien particulières, etc. etc. Mais la crypto-monnaie, comme l'algorithme est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut créer une monnaie, une crypto-monnaie. Oui, là, actuellement c'est plus facile de créer une crypto-monnaie que de faire un papier administratif. C'est parce qu'en fait le code est ouvert à tous. Et c'est pour cela qu'il y a eu l'année dernière cet engouement vers cet écosystème, parce qu'en fait avant c'était compliqué. Avant on utilisait un langage informatique qu'on appelait Solidity qui était compliqué, inconnu par le large public. On utilisait également il n'y avait pas de plateformes, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se sont intéressés. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, donc il y a beaucoup de tutos sur YouTube, etc. pour expliquer comment faire ceci. Actuellement, je dirais pas n'importe qui, mais une personne qui a une certaine base en informatique, il peut copier le code et il va changer le nom et quelques détails, il va l'exécuter sur un logiciel et il va avoir sa crypto-monnaie. Mais qui définit la valeur justement, par exemple du Bitcoin, du Zincoin, ou voilà, des différentes crypto-monnaies qui peuvent exister aujourd'hui, donc les 1700? Qui définit les valeurs? Donc la valeur, c'est comme dans toute l'économie, une valeur de monnaie normalement, mais dans la réalité c'est pas ça. Normalement elle est définie dans le marché. Et le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui définit réellement... L'offre et la demande. Exactement. C'est un marché où il n'y a pas d'intervention, donc il n'y a pas quelqu'un qui va réguler, une banque centrale qui va réguler, il va fixer la valeur de la monnaie, mais c'est les individus en fonction de la confiance qu'ils approuvent envers ce logiciel. Mais techniquement, comment ça se passe? Donc en fait, pour miner une crypto-monnaie, donc pour participer au réseau, pour créer une crypto-monnaie, il nous faut
Il nous faut déjà de l'énergie. Donc on va laisser notre ordinateur, nos machines tourner 24 sur 24. Il nous faut également des machines. Donc il nous faut un ensemble de matériel, un ensemble de ressources physiques afin de la créer. Donc en quelque sorte, on a un seuil, ou plutôt un prix minimal qui est déterminé en fonction de la valeur du coût de production. Également la quantité produite, parce qu'il faut savoir que avant de lancer une crypto-monnaie, on doit fixer la quantité qu'on doit produire, 21 millions, 30 millions, 10 milliards, etc. Donc en fonction de la rareté, également en fonction de sa valeur intrinsèque, donc ce qu'elle apporte de nouveau. Et là, c'est le marché qui donne un prix en fonction de la confiance qu'il approuve. C'est vraiment aléatoire, c'est vraiment... D'accord. Non, mais ce n'est pas des monnaies qui vont être cotées en bourse, hein, je dis ça, mais... Si c'est coté en bourse, le Bitcoin est coté en bourse. En fait, pendant l'émission, il faut mettre les téléphones sur avion. Parce que là, moi je l'ai mis. parce que là, dès que je monte le curseur, j'entends. C'est pour ça que mon curseur. Et puis, si vous pouvez vous rapprocher un peu des micros, vous êtes apparemment un peu loin, et donc je suis obligé d'augmenter, et c'est pas très loin du tout. Il faut rapprocher un peu de la table, mais là, c'est à peu près, la distance, c'est un point entre le filtre et votre bouche. Et voilà. Ouais, voilà, comme ça, je serai... Comme ça, j'arrête pas de les rater. Alors, moi, j'ai une coupure à 21 minutes... C'est Nathalie, là, qui t'est dit 35. Indigent. Après, au niveau de la radio, il n'y a que sur Facebook, c'est pas fait, on va reprendre l'émission. Et après, il y a un montage, hein, je te rassure. Il y a des questions sur Facebook, donc je vais prendre, mais tu vas reprendre. Voilà. Bah, je te les ai donné les trois, j'en ai Voilà, pas vu d'autres pour le moment. Apparemment, sur les. Est-ce que les enfants peuvent avoir une monnaie, une crypto-monnaie? Je la vois pas Tu celle-là. la vois pas? Je vois que des encouragements D'accord, bon, très bien. Mais c'est bien d'avoir pris quand même. Bah, là, on va passer la pause parce qu'on est à 21 minutes d'émission. Ah, quand même. Ouais, déjà, ouais. Ah oui. Il y a de promotion. Tellement de choses à dire. Ouais. Attention, ça va démarrer? Attends, je te donne ton micro. Donc nous allons faire une première pause musicale. Donc bifluoré l'informatique. C'est le groupe Chanson Plus Bifluoré. D'accord. Français vocal. Très bien, Chanson Plus Bifluoré avec le titre L'informatique. Le gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Fallait mettre du Maître Gims. Ah, va trouver Maître Gims qui parle de l'informatique. Oui, exact, mais quelque chose, tu sais. Le 20e sans Ah, ça c'est sympa. Bah oui. Tu me trouves une autre musique, mais plus d'actualité, s'il te plaît. Les cartouches qui se touchent et les puces qui assistent les polices qui balisent les BD fatigués. On va passer aux questions des internautes. Le mulot qui est trop gros. Donc, vous pouvez répondre. Et après, j'aimerais bien qu'on parle de l'Ethereum, c'est ça. Alors, J'ai l'Ethereum, invité la et puis, belle est-ce que tu peux Suzanne, m'expliquer l'autre Vous jour m'avez au dit comment, effectivement, cybercafé. ça danse avec Elle m'a dit, au niveau de la manière dont on vivre hélas ma machine est en est-ce qu'on passe panne. d'un Que système fait-on, je suis désolé. on fait carrément se déplacer, voilà, pour pouvoir payer les choses et tout. Et là, tout va se faire, c'est-à-dire d'objet à objet. Là, c'est pas C'est quoi? C'est les contrats qui vont être passés sans un tiers. C'est-à-dire que c'est là, celui-là. donc c'est deux choses différentes. Je vous laisse expliquer, Voilà. c'est pas mon domaine. Donc là, on va dire que la question, c'est quelles sont les
mis à part son soin. Voilà. Quelles sont les autres applications De la blockchain, c'est du nom, ça Oui. c'est ça. Non, je vous dis, j'ai des conférences sur ça. Moi. T'as fait toute une conférence. Tu peux développer, il n'y a pas de souci. Dis, on a 1 heure d'émission. Hein. Ah, je savais pas, je pense que c'était bien. Non, 1 heure parce qu'on notre invité n'est pas là. Il y a un problème de date. D'accord. Donc sinon, c'est une demi-heure. Il y a 2 émissions. T'as 2 émissions d'1 heure? Ouais, j'ai 2 émissions d'1 heure. Parce que moi j'ai un rendez-vous à 15 heures. Je t'avais dit là. Ah oui, je me suis passé, je savais pas. C'est à toi. Vous êtes sur Radio Mercure 93 FM. Donc nous reprenons avec blockchain, crypto-monnaie et Ethereum. Alors, nous étions sur la crypto-monnaie. Je vais vous poser quelques questions d'internautes qui justement sont curieux de savoir. Est-ce que c'est le bon moment pour investir dans les crypto-monnaies? Je pense qu'il faut être un peu prudent avant d'investir dans des crypto-monnaies parce que le marché est assez volatile. Vous pouvez gagner et comme vous pouvez perdre beaucoup en fait. D'accord. Donc avant d'investir, il est recommandé d'abord de bien connaître, d'avoir une idée générale du marché, de se renseigner sur les cryptos ou les projets sur lesquels on investit. Il faut savoir qu'actuellement il y a beaucoup d'arnaques. Il faut vraiment être prudent. La prudence est de mise. Choisir les bons projets, s'informer, et voilà. Quand est-ce qu'on sait qu'exactement, voilà, comme le Bitcoin, hein, quand est-ce qu'on sait qu'effectivement c'est une bonne monnaie et qu'on peut miser, parce qu'on peut gagner gros aussi, hein, je vois l'évolution voilà, du Bitcoin où aujourd'hui on peut dans un café payer son café avec un Bitcoin ou bien échanger avec un Bitcoin, voilà, c'est pas... Et c'est passé de, je crois, de 1 dollar en 2011 à 20 000 $. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu un effet bulle en fait. En 2017, il y a eu une sorte de ruée vers l'or en fait. Il y avait une flambée telle que tout le monde, tous les investisseurs se sont dit que le Bitcoin est un investissement lucratif. Donc il est passé de 1 dollar à 7 000 $. Mais il faut avoir la confiance. On est passé d'un marché effectivement avec tout ce qui est subprime et où il y a eu des crises, et d'un coup on passe à autre chose. Et on passe au Bitcoin et on se dit mais pourquoi faire confiance aujourd'hui? Qu'est-ce qui a provoqué justement cette confiance des personnes qui ont misé sur Bitcoin? C'est l'appât du gain en fait, c'est le risque. D'accord. Les investisseurs ont vu qu'il y avait un gain potentiel, donc ils ont investi dedans. Mais si on regarde ça, si on regarde le marché actuellement, il faut savoir que le Bitcoin est passé de 1 dollar en 2011, je pense, à 20 000 $ en début 2018. Mais il faut savoir que le Bitcoin est actuellement à 6 000 $. C'est-à-dire que sa valeur a vraiment chuté. Et cela est dû à de nombreuses... il y a eu de nombreuses... Des étapes. Des raisons qui ont conduit à ça. Il y a eu des raisons réglementaires. Donc il y a eu des États qui ont essayé de mettre des cadres réglementaires restrictifs. On peut citer la Chine, on peut citer la Russie. Ce sont des États qui ont vraiment mis des freins aux crypto-monnaies. Il y a eu aussi des plateformes d'échange qui ont été hackées. Il y a eu un certain nombre d'informations, d'événements qui ont conduit à cette baisse. Donc avant d'investir, il y a encore des projets qui sont très prometteurs dans cet écosystème blockchain. Il faut vraiment se renseigner avant d'investir. Il ne faut pas partir sur l'émotion. Il ne faut pas se dire que si cette crypto fait 100% aujourd'hui, fait ça 100% sur un mois, ça va faire 200, 300% après. Il faut vraiment se renseigner. Parce que le risque à prendre est actuellement très grand. Dans une technologie qui est nouvelle, donc le risque est très grand.
D'accord. Un pays peut-il interdire la crypto-monnaie? Juste, je suis un peu en désaccord avec Nessie. D'accord, je t'en prie. Malgré qu'on travaille ensemble, mais je suis un peu en désaccord avec lui. En fait, parce qu'on ne peut pas dire que la valeur du Bitcoin est uniquement reliée à la confiance, mais déjà techniquement, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte plus de traçabilité. Actuellement, on est de moins en moins confiant de ce que nos dirigeants font avec notre argent. Hein. Comme vous savez, il y a une loi qui est passée qu'actuellement, en cas de crise, les banques ont le droit de bloquer notre argent. Ils vont nous remettre une certaine petite somme d'argent. Ça s'est passé à Chypre, en fait. Oui, comme ça s'est déjà passé à Chypre. Donc, plus le temps avance, plus on perd confiance dans les banques, dans le système financier, etc. etc. Donc là, c'est une des raisons politiques. Et l'autre raison, c'est que le monde des crypto-monnaies, déjà, elle apporte, lorsqu'on fait un transfert d'argent, par exemple, entre l'Europe et l'Afrique, on fait un transfert d'argent avec quelques centimes, alors que si on passe par exemple par PayPal et les autres systèmes, on a une commission qui est relativement très élevée, donc ça apporte une valeur ajoutée, ça apporte plus de sécurité. Actuellement, nous, on est en train de militer pour que tout un chacun soit sa propre banque, parce qu'actuellement, techniquement, on peut le faire. Techniquement, on peut garder notre argent nous-mêmes. Oui. Donc voilà, c'est vraiment une autre philosophie. Donc ce n'est pas des mesures à l'intérieur du système qu'on est en train de faire, mais c'est vraiment une autre philosophie. Non, mais là, c'est carrément sortir du exactement, système. Exactement. Voilà, être dans un autre monde, un monde parallèle. Hein, exactement. Mais je vois apparemment que tout commence à changer, à glisser vers un nouveau système. Je vais reprendre, je crois que c'est Idriss Aberkan qui disait, mais qui a dû le reprendre aussi, qui disait: pour qu'une innovation devienne une révolution, elle passe généralement par 3 étapes. Elle est considérée comme ridicule, puis dangereuse et finalement évidente. Donc effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parlait tout à l'heure qu'une voiture allait payer seule la station-service par le biais de crypto-monnaies. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Pour moi, c'est de la science-fiction, hein, mais c'est en passe de se faire, c'est en train de se réaliser. Oui. Et c'est déjà, d'ailleurs, je pense que c'est déjà fait aux États-Unis. Oui, en fait, déjà, le fait de faire des transactions entre particuliers sans passer par une banque, avant, c'était une science-fiction. Oui. Donc avant, c'est ce qui était évident avant ne l'est plus aujourd'hui. Comme donne l'exemple d'Idriss Aberkan, il dit avant le vote des femmes, c'était oui, tout à fait. elle est passée par dangereux, puis plutôt comme il dit. Oui, alors ridicule. Au ridicule, début, voilà, qu'une femme vote, c'était ridicule. En plus, dangereux qu'une femme puisse voter. Et ensuite, c'est devenu. Aujourd'hui, voilà, c'est une évidence. Évident, c'est pas pour tout le monde, mais voilà. Mais voilà. C'est pareil pour l'évolution technologique, mais actuellement la révolution, en fait, c'est une nouvelle renaissance qu'on appelle. Il y a des gens qui pensent qu'on est en train de vivre une renaissance comme la première renaissance. Actuellement, on est en train de connaître une deuxième renaissance, c'est la renaissance du numérique. Oui. En fait, il n'y a pas uniquement la blockchain. La blockchain, elle seule, elle ne peut rien faire. L'intelligence artificielle, à elle seule, elle ne peut pas faire grand-chose sans les données. L'Internet of Things, donc l'Internet des objets connectés également, c'est un ensemble de technologies qui sont en train de se regrouper actuellement pour bâtir un nouveau monde qu'on appelle de la science-fiction il y a une décennie par exemple en arrière. Actuellement, une voiture par exemple, si elle fait un accident de route, elle peut appeler automatiquement le dépanneur, elle peut recevoir son indemnité instantanément par exemple. Donc on est en train d'avancer de plus en plus à un monde d'instantanéité donc, et d'automatisation. Donc grâce à l'Internet of Things par exemple, si je vous donne un scénario, actuellement il y a ce qu'on appelle les maisons intelligentes. Vous arrivez devant votre porte grâce à la reconnaissance faciale, c'est une autre technologie qu'on utilise. La reconnaissance faciale, la porte va s'ouvrir automatiquement, vous entrez. Par exemple, vous avez l'habitude de boire du café automatiquement. Lorsque la porte va s'ouvrir, le café, la machine à expresso va s'exécuter, etc. Et si vous avez par exemple un train
Et grâce aux données qu'ils vont recevoir, ces bases de données, ces intelligences artificielles vont recevoir l'information que votre train va être en retard. Ils vont appeler par exemple automatiquement à Uber. C'est vrai qu'actuellement, on pense que c'est de la science-fiction, mais ça existe déjà. Ça existe déjà et c'est en train, voilà, c'est en phase de se faire. Il y a une publicité justement où il y a un petit module qui est posé sur la table et qui parle voilà, de quel temps il va faire. C'est Alexa. C'est Alexa, on l'appelle Alexa de Amazon. En fait, vous aurez un assistant virtuel et vous allez communiquer avec lui. Vous lui dites Alexa, j'ai plus de lait, commandez-moi du lait. Et ça, c'est génial pour la charge mentale hein, des femmes parce que voilà, les femmes avaient pour habitude de tout gérer, de A à Z, de penser au lait, de penser voilà, à passer l'aspirateur, à faire ci. Là, tout va être automatisé. Donc, Alexa, voilà, programme l'aspirateur à 10h quand il n'y a personne, envoie la machine. C'est génial pour la charge mentale. Enfin, des femmes et des hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui participent. Hein. Oui. En fait, c'est justement, c'est pas uniquement pour les femmes. Il y a les personnes qui pensent que les nouvelles technologies, elles volent des emplois des travailleurs, etc., etc. Et nous, on pense non. On pense que les nouvelles technologies, elles sont en train de faire des tâches que normalement l'individu ne devrait pas faire. D'accord. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans une bibliothèque. Ils sont passés dans la transformation digitale. Ils sont passés à la technologie RFID. Avant, on avait besoin de 5 agents pour composter les codes barres. Actuellement, les individus, ils passent directement, ils rendent directement les livres sans passer par les agents parce que c'est très facile grâce à la technologie RFID. Et les employés qui étaient sur place, ils sont passés des agents d'accueil à passer des codes barres à des conseillers. Donc c'est un exemple qu'on peut extrapoler à l'échelle mondiale. Donc sur l'évolution du travail, on se dirige vers un travail où on a besoin de plus en plus d'intelligence, plutôt c'est pas d'intelligence, mais plutôt de culture générale déjà. Parce qu'on a besoin de... On est sur l'intelligence émotionnelle. Exactement. On a besoin d'évoluer avec le temps. Chaque 5 ans, 10 ans, une révolution qui peut se faire. Récemment, j'ai lu un article, j'ai écrit un article, en fait, j'ai fait des recherches. On est amené à changer notre manière de faire notre travail, par exemple, 12 fois avant 40 ans. Par exemple, la radio avant, c'était pas sur Facebook. C'était non. Voilà, et actuellement, vous avez changé de travail et vous seriez amené à vous adapter plus rapidement qu'avant. Et les personnes qui vont s'adapter, ce sera les personnes qui ont développé une certaine culture générale. Oui, leur intelligence émotionnelle. Exactement, l'intelligence, la culture générale, parce que c'est la pluridisciplinarité, ça va permettre également, en effet, de s'adapter plus vite au changement. D'accord. Ouais, donc c'est une mutation, c'est-à-dire qu'il faut former aujourd'hui les futurs emplois, enfin les futurs c'est à la porte, hein, qui vont être créés. On le voit pour tout ce qui est secrétariat, maintenant il va y avoir le dictaphone, on va pouvoir dicter en direct et la machine va prendre. Pour les hôpitaux je pense, pour les caissières c'est pareil, hein, bientôt on n'aura plus besoin de caissières. Donc tous ces métiers-là, il va falloir quand même que les gens puissent travailler, donc les former à d'autres choses, à d'autres postes et travailler carrément dans le numérique. Donc il devient urgent de familiariser, de vulgariser un peu le digital et qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui aient accès justement à cette nouvelle technologie. Il ne faut surtout pas avoir peur du changement, surtout. Oui. Il faut savoir que si on parle de blockchain, actuellement, si on parle de blockchain, on a quelques milliers de développeurs dans le monde. Et le potentiel avec tout le potentiel de cette technologie, on en aura besoin d'une dizaine de milliers, voire d'une centaine de milliers dans les prochaines années. Donc il ne faut jamais avoir peur du changement, il faut juste avoir l'intelligence et l'audace de s'adapter et d'anticiper les tendances en fait. Mais ce qui est un peu problématique dans tout ça, c'est qu'il y a des choses qu'on peut prévoir et d'autres non. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir une culture générale. Par exemple, la blockchain, c'est à court terme, on peut prévoir que
d'ici 2 ans, 3 ans, on aura besoin des personnes qui maîtrisent le langage, la solidité, etc., etc. Mais qu'est-ce qui peut nous dire qu'il n'y aura pas une autre innovation qui va révolutionner la blockchain? Donc on n'aura plus besoin de blockchain. Ouais. Je pense que quand même le point faible de la blockchain, parce que vous m'avez dit il faut beaucoup d'énergie. Mais l'énergie, comment vous la puisez déjà, premièrement? Et au niveau écologique, parce que s'il y a voilà, ce condensé d'énergie écologiquement parlant, comment ça se passe? En fait, actuellement, pour valider des transactions, on a besoin de puissance de calcul. Oui. Et la puissance de calcul, on la puise dans des machines informatiques, dans des ordinateurs, on va dire dans des machines informatiques. Oui. Et ces machines informatiques utilisent du courant. Si on imagine une blockchain mainstream, c'est-à-dire à grande échelle, on aura besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner ces machines-là. Parce que la puissance de calcul sera très importante, mais ça nécessitera beaucoup d'énergie. Mais actuellement, on est en phase de recherche. Donc, il y a des recherches qui sont menées pour améliorer ce qu'on appelle la scalabilité en fait. C'est-à-dire, on va essayer d'utiliser la même énergie, mais pour beaucoup plus de transactions, beaucoup plus d'opérations en fait. Donc, on est en phase de recherche et je pense que dans les prochaines années, on va remédier à ce problème énergétique. Mais en l'état actuel, il est vrai que ce problème pose beaucoup de questions. D'accord. Donc ce serait, je vais vous dire une bêtise, hein, mais c'est ce qui me vient à l'idée, recycler peut-être la production de chaleur en électricité. C'est ce que j'allais dire en fait. Actuellement, avec ceux qui émettent, c'est des gens qui veulent faire du profit, ils sont amenés à optimiser leurs machines. Oui. Donc pour optimiser leurs machines, ils vont passer au renouvelable. Par exemple, la chaleur qu'on dégage avec les machines avec lesquelles on mine du Bitcoin actuellement, on les utilise pour réchauffer des maisons par exemple. Donc les investisseurs ils sont amenés à passer à d'autres énergies qui sont plus rentables parce qu'actuellement le minage il devient de moins en moins rentable. Donc ils doivent passer à un autre système. C'est pour ça que je crois qu'à l'avenir le problème énergétique ce ne sera pas un réel problème parce qu'actuellement on ne peut pas être trop exigeant avec la blockchain. C'est un nouveau monde. On est en phase de découverte, d'appréhender, de découverte. On peut pas, Internet ne s'est pas fait en 5 ans ou 10 ans. Internet, ça fait longtemps qu'elle existe. Et actuellement, il y a des pays qui n'ont même pas Internet. Donc, il y a des gens qui ne savent pas s'en servir, etc. Donc, on ne peut pas être exigeant avec une technologie assez complexe qui est aussi jeune. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes, que ce soit l'emploi qui va changer, on va passer à un emploi de plus en plus indépendant. Hein. Vous voyez que Uber, si on pense actuellement que Uber c'est un emploi qui est indépendant, etc., libéral, etc., on est en train de passer vers un autre modèle qui va ubériser Uber, qui est plus libéral que Uber. Et c'est une réalité du marché, malgré qu'on va essayer de nier cela, mais on est amené à passer. Par exemple, grâce à la blockchain, on peut ubériser Uber, à faire des plateformes de mise en relation entre particuliers, entre voyageurs et conducteurs, sans avoir besoin d'Uber. On aura uniquement besoin de la blockchain qui va s'assurer d'être la garante et le tiers de confiance. Donc on va ubériser Uber. Oui. D'accord. En parlant justement d'ubérisation, à terme, on va plus avoir besoin d'intermédiaires ou d'interprètes, j'allais dire plutôt d'intermédiaires. C'est-à-dire que si on veut faire un contrat, pas besoin de notaire, pas besoin d'avocat, on passe directement par la blockchain et tout est géré, c'est ça, entre deux individus. Il y a des activités où on n'aura pas besoin d'intermédiaires en effet, mais par exemple les comptables, on aura besoin de beaucoup plus d'experts comptables qui vont faire de l'audit et de l'expertise, mais de moins de comptables qui vont faire uniquement des souscriptions des écritures comptables parce qu'il y aura des intelligences artificielles et il y aura des mécanismes qui vont les faire mieux que l'homme, plus rapidement, plus efficacement. Donc c'est vrai qu'il y aura des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont changer et d'autres qui sont en train d'émerger. Par exemple, avant,
ce que je fais, moi comme étant advisor dans des ICO, j'accompagne les entreprises à faire des levées de fonds. Il y a 5-10 ans, ça n'existait pas. Actuellement, il y a advisor des ICO. Donc, voilà, il ne faut pas voir uniquement le côté négatif, la perte d'emploi, mais il y a également la création d'emplois. Car c'est connu en économie. Chaque nouvelle innovation, ça crée une nouvelle consommation, et chaque nouvelle consommation crée une nouvelle offre, et une nouvelle offre des emplois. Donc c'est vraiment un circuit, et il suffit de voir l'histoire, et l'histoire se répète en économie. D'accord. Non, oui, de toute façon, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Oui, je crois que c'est Keynes qui disait ça, mais je crois que c'est ça. Je suis pas sûre, c'est un économiste. C'est un physicien. C'est un physicien. Oui, d'accord. Non, ouais, je crois que c'est un économiste. C'est un physicien qui dit ça, pas un économiste. D'accord. Je rechercherai. On va faire une deuxième pause musicale et après on abordera sur l'Eternum. Alors c'est L'argent appelle l'argent de Pamelo Mumka. Je crois que ça n'a jamais valeur d'argent. Aujourd'hui, non, mais c'est important, on est en train de passer à autre chose. Là, voilà, c'est direct vers le futur. Ouais, c'est incroyable. Alors, on va finir avec l'Eternum. Et Nathalie? C'est bien des émissions comme ça parce qu'on sent des gens sont pas arrêtés jamais. Et ils ont une thématique qui est cool parce qu'elle est en rapport avec les vies. Je cherchais l'invité avec lui qui est arrivé. Ah d'accord, c'est bon, tu vas pouvoir enregistrer après. Ah, j'ai dû annuler, j'ai une émission moi préparée, à 19h j'ai un direct, et je prépare tout, j'ai 3 heures de préparation, je sais pas comment on va faire. C'est un programme. Ah non, ouais, mais là, c'est dur parce qu'il y a un copain qui va venir et du coup, j'ai besoin de venir plus tard. Ouais, vas-y, je t'en prie. On va vous coucher, on va vous mettre au champ et ça va aller. On va pas vous laisser tout seul là. Bonjour. Comment tu vas? là-bas. Ouais, bah tiens, ouais, à côté de moi, c'est pas bête. Tiens, juste. Ah bah, là, vous serez dans le cadre de la vidéo. Il y a le champ, Attendez, là, vous passez au-dessus, après l'extincteur, la poubelle. Ah oui, pardon, d'accord. Bah c'est bon, Oui, je connais. Si tu connais pas, je me pose la question. On peut chanter quand tu veux, hein, c'est... Voilà. Alors c'est Eternum. Intérieur. Vous êtes sur Radio Mercure 93 FM. Nous reprenons donc avec les deux Nassim Chout et Nassim Belwar. Et là, nous allons parler Eternum. Je vous écoute, messieurs. Alors, en fait, l'Ethereum, c'est une technologie qui utilise la blockchain pour exécuter ce qu'on appelle des smart contracts. Qu'est-ce qu'un smart contract? C'est un contrat qui s'exécute de manière automatique, sans aucune intervention humaine. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un service qui fonctionne justement sur blockchain et qui permet de se faire rembourser son billet d'avion de manière automatique. C'est-à-dire que si votre vol est annulé, il n'y aura aucune intervention humaine. C'est le système lui-même qui va lancer une requête pour vous rembourser en fait. D'accord. Et dans tout système? Voilà, tout système où il y a un contrat, d'accord. Et l'Ethereum intervient en fait. C'est la prévente? Non, c'est l'automatisation du contrat en fait. Vous avez un contrat qui est automatique. Donc vous avez une opération là, dans ce cas-là, on a une opération d'achat, on achète un billet d'avion. Lorsque le vol est annulé, on vous rembourse automatiquement le billet d'avion. On ne va pas appeler l'agence de voyage, on va pas appeler l'agence de voyage. C'est automatique. D'accord. Autre exemple? Parce que, donc en fait, l'Ethereum, c'est créé en 2013 par Vitalik. C'est le cofondateur Vitalik avec un autre ami. C'est le premier ordinateur décentralisé au monde. C'est un ordinateur mondial qui est décentralisé. Ah d'accord, pardon. Je m'oublie.
Je disais, donc c'est un ordinateur décentralisé qui permet de faire des smart contracts, comme il l'a assez bien expliqué aussi. En fait, ces smart contracts, elles interviennent soit pour améliorer la qualité de service des systèmes traditionnels, notamment dans les billets d'avion. On enregistre dans un contrat que si un avion, le vol est annulé ou bien il y a eu un retard, automatiquement il y aura un remboursement pour le consommateur. Là, ça intervient pour améliorer la qualité de service et on sait pertinemment qu'il y a une réelle galère pour avoir le remboursement, etc. Il intervient dans ce qu'on appelle les DAO. Les DAO, c'est des organisations décentralisées. Par exemple, ici, on va se mettre d'accord de créer une assurance pour nous-mêmes. On va se dire, on va mettre 20 € chaque mois, et donc ça sera enregistré que Nassim, les deux Nassim, on met 20 €, etc., etc. Et une fois qu'une personne a eu un sinistre, il y aura un remboursement automatique. Là, ça s'appelle des organisations décentralisées. Donc, alors, un sinistre, c'est-à-dire par une exemple, déclaration et... Par exemple, on est des agriculteurs. On va dire à France Météo, si il va pleuvoir par exemple le mardi 19, si il va pleuvoir, vous allez nous rembourser à tous un montant de 40 € par exemple. C'est ce qu'on va enregistrer dans le contrat. C'est des conditions qui sont prédéfinies. Donc on va définir ces conditions. Une fois que ces conditions sont exécutées, il y aura un remboursement instantané. Il est également utilisé, là également un troisième cas d'usage, c'est ce qu'on appelle les ICO, les Initial Coin Offering. Donc c'est des levées de fonds grâce à la blockchain. Donc c'est quoi en fait? Par exemple, moi j'ai un proof of concept, j'ai une idée, une preuve de pouvoir réaliser un projet que je vais exposer à une foule. Et si la foule est intéressée, elle va acheter une valeur de cette entreprise ou bien de cette monnaie. Donc soit c'est des actions, des obligations ou bien c'est une monnaie. Il y a plusieurs types. Mais ça existe déjà, c'est le crowdfunding, c'est ça, non? Pour nous, c'est centralisé. Malgré qu'ils appellent ça, c'est une économie de partage, pour nous, c'est pas vraiment une économie de partage parce qu'il y a un organe central qui prend 6%, etc. Donc, c'est pas... donc là, il n'y a plus de pourcentage. C'est-à-dire que... Là, il y a plus de pourcentage, il n'y a pas de plateforme qui va prélever des montants, etc. Là, c'est vraiment pair à pair. Donc, c'est de particulier à particulier. D'accord. Et l'avantage aussi, ici, dans le cadre de la blockchain, la levée de fonds par blockchain, on a accès à la liquidité assez rapidement. Si on passe par une banque, le temps que la banque traite notre dossier, notre demande, ça prend des semaines à 10 mois. Mais là, grâce à la blockchain, la levée de fonds se fait en 24 heures. Et après, dès les 24 heures, on aura de la liquidité. D'accord. On parle bien en euros, hein. On ne parle plus en bitcoin, on ne parle plus du tout en monnaie, en crypto-monnaie. Hein. On aura des cryptos qu'on peut convertir en liquidité. D'accord, ça c'est le futur ou c'est déjà ça existe déjà. Ça existe déjà. En fait, il y a plus de 14 000 tokens qui ont été déjà. Alors c'est quoi les tokens? Les tokens, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est soit une action, ou bien une monnaie, ou bien une obligation. Donc chacun a un business plan, comment il veut. Et comment c'est réglementé? Parce que c'est-à-dire on peut faire des transactions à tout bout de champ, dans n'importe quel pays, et qui réglemente tout ça? Actuellement, il n'y a pas de réglementation. Il y a un vide juridique aux États-Unis, c'est assez réglementé. Dans certains pays, c'est réglementé, mais dans la plupart des pays, il y a un flou juridique. Actuellement, il y a un flou juridique sur ça. D'accord. Et l'avantage des ICO, en fait, la levée de fonds par blockchain, l'avantage c'est qu'on a accès à un marché mondial. Oui. On a des investisseurs qui viennent des 4 coins du monde et on a la liquidité assez rapidement. Et l'autre avantage, c'est que si on a le plus grand avantage, dans le cas d'une start-up, généralement on a un projet et pour le développer de manière précoce, on a besoin de liquidité, on a besoin d'un financement immédiat. Et les ICO permettent ce financement immédiat. Dès que l'ICO, la levée de fonds se termine, la start-up a accès à des tokens, des cryptos, on va dire, qu'elle peut vendre sur le marché. D'accord. Ça lui permet d'avoir son financement et de financer son projet. Voilà. Donc moi, ce qui est vraiment l'apport fondamental pour moi, c'est vraiment cette économie, cette nouvelle économie
c'est pas un banquier qui va juger la valeur de cette La viabilité. la viabilité du projet, mais ça sera une foule. Donc c'est vraiment déjà ça permet à des startups d'être jugées par des foules. Donc on va pas je pense que lorsqu'une foule se rassemble, ils prennent des décisions quand même rationnelles. Donc ils vont pas financer des projets qui sont contre certaines valeurs humaines, etc. Également, ça permet à tout un chacun d'avoir accès au financement. On peut financer de 20 euros, 10 euros jusqu'à des millions d'euros. Donc, tout un chacun peut devenir, s'enrichir en quelque sorte grâce à cette démocratisation d'investissement. Alors qu'avant, les investisseurs, c'était vraiment des personnes restreintes dans le monde, etc. Parce que ça nécessite un protocole pour entrer, des sommes d'argent assez importantes. D'accord, donc bienvenue dans le futur. On est en passe de changer de monde, de changer de paradigme, d'être... ce qui se profile pour moi, c'est pas l'informatisation, l'automatisation un peu de tout ce qui se passe, de tout ce que l'humain fait. Pour passer le relais un peu à la robotisation. Mais que va-t-il rester de l'humain? C'est-à-dire de l'homme va faire quoi? Bon, moi j'ai il va partir en vacances. Moi j'ai une théorie assez farfelue sur les sujets que je garde pour moi, mais là sérieusement, l'humain il sera amené à faire des tâches de plus en plus techniques dans la réflexion. Il y a des choses que les machines ne peuvent pas faire pour l'humain, parce que la machine elle n'a pas l'intuition par exemple, alors que l'humain a l'intuition, elle n'a pas le risque, une machine ne peut pas prendre de risque, etc. Donc l'humain aura sa place largement dans cet univers-là. Mais cette automatisation et cette économie d'instantanéité, c'est pas nouveau en fait. Uber, qu'est-ce qu'elle a créé Uber? Et il a permis à des gens d'avoir un taxi plus rapidement que de rester 10 minutes à attendre un taxi. Qu'est-ce que ça a apporté une intelligence artificielle? Ça permet, par exemple, lorsqu'une personne cherche un exemple dans des jurisprudences, il confie la tâche à une intelligence artificielle qui fait en 10 secondes ce qu'un avocat peut faire en 3-4 mois. Donc c'est vraiment l'électricité, le charbon, etc., etc. Toutes les nouvelles techniques de production, qu'est-ce qu'elle apporte en réalité? C'est une économie du temps. Donc ça, c'est pas nouveau. Et l'humain reste toujours, il travaille, il a toujours des choses à faire, etc., etc. Mais je pense qu'on est en train de passer vraiment à un monde de plus en plus inégalitaire, parce que grâce à cette, je ne sais pas si c'est grâce ou bien à cause de cette révolution et cette évolution d'une manière exponentielle des nouvelles technologies, il y a des personnes, on est en train de perdre beaucoup de personnes qui ne comprennent pas vraiment cette évolution. Donc il y aura une petite partie de l'humanité qui va comprendre comment le monde fonctionne, et une autre partie qui va être un suiveur de ce qui se passe, consommatrice en fait. Donc voilà, c'est s'adapter au changement. Si on ne s'adapte pas au changement, on va être un peu dans l'ancien monde. Exactement, on va subir. Et c'est ce que je fais moi grâce à mon blog. J'essaie de changer, de contribuer à mon niveau en fait. J'essaie de vulgariser certains concepts. J'ai parlé de réalité virtuelle, intelligence artificielle, blockchain, etc., etc. Et j'invite toutes les personnes qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre, que ce soit grâce aux vidéos, au visuel, ou bien par écrit. Moi, je suis plus à l'aise lorsque j'écris des articles. C'est pour ça que je contribue beaucoup plus en écriture. Oui. Donc, tout un chacun qui peut contribuer afin de sensibiliser dans son domaine, parce qu'on ne doit pas être tous dans le numérique. Il y a l'écologie, il y a les libertés, il y a beaucoup de choses. Donc moi je crois pas à la révolution d'une manière brute, on va changer le monde d'une manière violente. Exactement violente. Moi je crois que ça vient du bas, ça vient de petites actions, ça construit du bas, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et c'est pour ça que je suis optimiste pour l'avenir. Oui, moi aussi. Et je pense que la prévention doit se faire au niveau de l'école. Donc, pour terminer l'émission, peut-être
me dire quels conseils justement d'orientation vous souhaiteriez laisser aux jeunes? Orientez-vous vers la technologie, vers l'informatique. Orientez-vous vers ce qui vous passionne. Il faut s'orienter vers ça. Il faut chercher une passion et faire tout pour aller au bout de cette passion. D'accord. Tout passe à travers. Si on fait ce qu'on n'aime pas, on va jamais réussir en fait. Mais si on fait ça par passion, on peut être passionné de musique. On devient des artistes. On peut être passionné de sociologie. On devient sociologue. C'est vrai. Tout vient par passion en fait. Le seul conseil que je vais donner aux jeunes, c'est suivez vos passions et ne cédez pas à l'émotion. Très bien, très bien. Donc, pour ma part, juste pour rebondir par rapport à l'éducation, désolé, je sais qu'on est vraiment limité, mais l'éducation, par exemple, ils nous jugent sur la manière, sur le contenu d'un sujet de philosophie. Donc, dans la philosophie elle-même, déjà, on nous juge qu'on ne doit pas répondre ceci, cela, on nous met d'une autre. Donc, dans l'éducation, déjà, elle nous prépare déjà à se conformer à un système qui est déjà préétabli. Oui. Et moi, ce que j'invite les gens, c'est de prendre des risques à sortir. C'est pas sortir du système de faire des révoltes, mais voilà, du sentier battu. Exactement, c'est de vouloir faire ce qu'on veut, parce que je n'inciterai pas tout le monde de devenir entrepreneur. Je ne veux pas ce monde-là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment la prise de risque, qui sont passionnées par l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais s'ils veulent ça, je les encourage à tout faire pour aller vers ce système-là, à ce mode de vie. Pour les autres également, pour ceux qui veulent avoir juste un travail, être stable, être en sécurité également, il y a, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est vraiment d'investir dans sa culture générale et de ne pas se spécialiser dans un seul domaine. Être polyvalent. La polyvalence, c'est ce qui va permettre. Polyvalence, être curieux d'apprendre les autres domaines. Moi, par exemple, je suis économiste de formation. Enfin, je suis toujours étudiant en économie, mais je parle de blockchain. J'ai formé des informaticiens en matière de blockchain et j'ai appris ça en autodidacte. Donc, c'est vraiment d'être curieux, d'essayer d'apprendre un peu, de connaître un peu des autres domaines afin de pouvoir anticiper, pouvoir avoir cette rapidité d'adaptation. Très bien, je vous remercie. Merci Nassim. Merci Nassim. Merci d'être venu et de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Merci. Très très belle émission. Bonjour, tu vas bien? Bonjour. Salut. Ça va? Bonjour, ça va? Ça va bien? Bien et toi? Bonjour. Après, c'était plus des réflexions que des questions. Ouais, hein. on va arrêter direct et je reprends après. Vous parlez de la crypto-monnaie?